Les pénuries de médicaments ont été multipliées par 20 entre 2000 et 2018 dans l'Union Européenne. Par 20. Vous allez me dire que c'est les politiques qui provoquent cela. En France, en cherchant à acheter toujours moins cher les médicaments, finalement on va être fourni en dernier. C'est ce qu'on entend souvent. Et c'est très partiellement vrai. Bande d'ignorants. Bon ok, c'est ce que je croyais aussi avant d'écrire cette vidéo. Donc nous allons apprendre des choses. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Partie 1, est-ce que c'est un problème nouveau? La pénurie de médicaments, comme vous pouvez le voir sur le graphique, non, ça n'est pas nouveau. Par contre, ça augmente de manière exponentielle. Et ça, c'est nouveau. Après, il faut rester méfiant quand même. Déjà, on déclare beaucoup plus facilement aujourd'hui les pénuries qu'il y a quelques années. Et il y a aussi beaucoup plus de médicaments différents qui sont produits. Mais la tendance, oui, il y a plus de pénuries. Surtout qu'une autre notion, on produit des médicaments qui sont de plus en plus complexes pour une certaine partie de la population précise. Médicaments si complexes qui sont produits parfois seulement dans une usine pour toute la planète. C'est un peu comme les puces électroniques qui sont produites à Taïwan. Si seulement une usine est pourvue à la production de puces, elle peut facilement être dépassée et du coup engendrer des pénuries. Donc la complexité des médicaments peut peut-être être une des raisons. Mais c'est loin d'être la seule. Sauf que non, pas du tout. 70% des pénuries concernent des vieux médicaments. Donc la pénurie vient plutôt de l'organisation de la vente des médicaments. Car est-ce que vous aviez déjà remarqué que ces médicaments, c'est un marché très particulier? Pourquoi? Normalement, le prix des choses est déterminé par la loi de l'offre et la demande. En gros résumé, même si c'est à prendre avec des pincettes. J'en parlerai pas plus dans cette vidéo. Mais pour les médicaments, cette loi de l'offre et de la demande est encore moins vraie. Car peu importe la valeur du médicament, si vous avez besoin de vous soigner, vous allez acheter le médicament. Et en plus, comme en France, la Sécu prend en charge le prix du médicament, il y a une déconnexion entre vous, ce que vous allez pouvoir consommer, et le prix que ça coûte à la société. Donc il faut qu'on trouve une manière de remplacer cette loi de l'offre et la demande. Et c'est un jeu d'équilibre très complexe à faire. Et ça explique en partie les pénuries. Mais vous allez voir que c'est passionnant. Partie 2, l'origine du problème. Déjà non, ça n'est pas seulement un problème français ni européen, c'est un problème mondial. Et ça n'est pas seulement parce que nos politiques en cherchant à économiser de l'argent deviennent radins, car par exemple en Suisse, où ils peuvent acheter 42 fois plus cher le même médicament, eux aussi ont des pénuries. Autrement dit, même en mettant des milliards supplémentaires, on n'est pas garanti des résultats. Ça c'est surprenant. Encore plus surprenant, et si ces pénuries témoignaient d'une bonne chose? Bonne chose a des conséquences négatives, vous allez voir. On a favorisé l'innovation. Maintenant en médecine on fait des progrès incroyables. Mais les médicaments coûtent de plus en plus cher. À titre personnel, j'ai donné des médicaments à des patients et chaque médicament que je donnais coûtait le prix d'une Lamborghini. À chaque dose, une Lamborghini. Donc les prix des médicaments de plus en plus sophistiqués, ils s'envolent. Alors comment on fait pour rentrer encore dans notre budget? Eh ben tous les médicaments qui sont plus anciens, on va obliger les pharmaceutiques à les vendre moins cher, en rendant obligatoires les génériques et en contrôlant les prix. On a autorisé d'envoler des prix énormes des nouveaux médicaments et obliger les industriels à vendre peu cher les médicaments de base. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi continuer à produire ces médicaments qui rapportent quasiment rien? Et pourquoi pas se concentrer que sur cela? C'est exactement ce qui se passe. Des médicaments comme l'amoxicilline ne sont devenus plus assez rentables quand on regarde les thérapies innovantes. Et le problème de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'elle répond à une logique économique et pas à une logique de service public. L'objectif n'est pas l'intérêt général, l'objectif est le portefeuille. Et ça explique aussi pourquoi le problème est mondial. Car il va être plus rentable pour des industriels de produire pile la quantité de médicaments qu'il faut, ou un petit peu en dessous. Parce que s'ils produisent en excès, ça va être de la perte. Mais alors, pourquoi est-ce que cette pénurie s'accélère? Les choses ont changé maintenant. Les actionnaires dans les entreprises pharmaceutiques sont à la quête du bénéfice maximal. Quand ils donnent 1 €, ils espèrent en récupérer, on va dire 5. Et ça arrivera en investissant dans les thérapies innovantes. Et ça n'arrivera pas en investissant dans les vieux médicaments. Pour expliquer l'augmentation drastique des pénuries, c'est qu'on est passé d'une logique économique, et pas de service public, à une logique boursière, à la quête de la rentabilité maximale. Je vais reprendre les termes de Pierre Chirac, l'ancien rédacteur de la revue Prescrire. On est passé de la logique de blockbuster à celle de niche-buster.
Qu'est-ce que ça veut dire? Blockbuster, vous essayez de produire quelque chose qui rapporte un petit peu, mais de le vendre à tellement de gens que vous allez obtenir beaucoup d'argent. Et Niche Buster, vous allez essayer de produire quelque chose qui rapporte énormément, mais à le vendre seulement à quelques catégories de patients. Par exemple, à des patients qui ont des protocoles très particuliers dans des cancers. Partie 3, et l'effet de la pandémie dans tout ça. Les problèmes, c'est que les médicaments sont produits avec une logique industrielle. Donc, avec la pandémie, il y a eu les gestes barrières, ce qui demandait du coup moins d'amoxicilline. Quand les gestes barrières sont tombés, il y a un gros temps de latence entre la remise en fonction pour la production de cette molécule par rapport aux besoins réels. Et à des fins économiques, l'industrie du médicament est répartie sur tout le globe. Et chaque médicament fait des voyages qui sont incroyables, pour arriver jusqu'à chez vous. Normalement, la mondialisation permet d'augmenter la résilience. Je m'explique. Dans votre pays, vous avez une grande pénurie, vous manquez par exemple de blé. Vous pouvez demander aux autres pays mondiaux de faire un effort et de vous apporter ce blé-là. Normalement, ça augmente la résilience, comme je viens de le dire. Sauf que, avec le médicament, seulement un endroit va se spécialiser dans ce médicament et le distribuer à l'ensemble du globe. Et donc ça crée des tensions, car il suffit d'un problème de l'usine, qu'elle prenne feu ou n'importe quoi, un problème sur l'acheminement, et vous n'avez aucun moyen de faire autrement. Et on parle pas d'usines qu'on peut introduire du jour au lendemain. C'est des usines qui se demandent de l'expertise et une programmation sur le long terme pour être instaurée. Donc acheter dans des pays où le médicament va être moins cher, c'est troquer de la sécurité d'approvisionnement contre une rentabilité augmentée. Partie 4. Le problème avec le prix des nouveaux médicaments. On justifie leur prix exorbitant par le coût de la recherche. Mais on oublie qu'une partie de cette recherche est financée par les services publics. Services publics qui, pour entretenir la volonté de recherche, achètent ces médicaments à des prix qui sont incroyables. Autrement dit, l'État donne de l'argent pour la recherche et donne de l'argent pour acheter très cher ce que les entreprises ont recherché. Pas étonnant qu'il faille faire des économies sur les médicaments de base. Et cette même logique d'économie a un double effet finalement négatif. C'est le revers de la médaille. Je m'explique. Une seule molécule, le bêta-lactate, qui permet d'éviter le rejet de rein quand vous faites greffer. Il est produit seulement à un endroit dans le monde, en Allemagne. Il suffit d'un problème avec cette entreprise, ce qui pourrait arriver, et tous ceux qui sont greffés de rein devraient aller en dialyse, ce qui est beaucoup plus coûteux. Donc en voulant faire des économies, on a un risque de revers de la médaille qui est énorme. Encore un autre exemple qui m'effraie. Un médicament tel que Lactalyse. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est ça qui permet de déboucher vos vaisseaux quand ils sont bouchés. Idem, ce médicament, il est produit seulement à un endroit. Si cette entreprise a un problème, tous les patients qui ont des AVC derrière, qui auraient besoin de cette molécule, et bah voilà, c'est fini. Et pour la dernière partie, y a-t-il des solutions? On instaure de plus en plus aux grossistes, aux vendeurs de médicaments, des obligations de service public. On arrête de leur dire vous avez seulement une logique commerciale. Et donc l'ANSEM impose des mesures en leur demandant d'avoir des stocks prévisionnels d'avance. Donc nous avons la solution? Non, parce que l'ANSEM ne contrôle pas forcément ses stocks. Et quand elle le fait, elle met très rarement des sanctions. Alors que pourtant, vu le nombre de pénuries qu'on a, je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de sanctions. Donc l'ANSEM, au lieu de gérer la pénurie de médicaments et de la prévenir, elle agit plutôt sur la détection. Donc on a toujours un train de retard. On va être très rapide à dire « Ah, il manque ces médicaments !» Mais par contre, on n'aura jamais le préventif. Donc comment prévenir ce problème facilement? Il faudrait connaître l'état des stocks et voir leur évolution. Si pendant une semaine tout fait que de baisser, c'est que la pénurie peut arriver. Donc il faut augmenter l'achat pour revenir à un taux qu'on définirait. Conclusion. À vouloir trop encourager la recherche pour avoir des médicaments qui sont de plus en plus incroyables. On a encouragé les industriels à prendre des risques, à créer ces médicaments qui sont fabuleux. Mais en contrepartie, on a essayé de rogner toujours plus les intérêts sur les médicaments usuels. Et comme maintenant la logique est celle d'une rentabilité maximale, les investisseurs sont beaucoup moins nombreux sur ces vieux médicaments. Et pourquoi prendre le risque de produire trop? Il faut mieux produire pas assez ou pile la quantité. Donc le problème général, c'est que ce service public n'est pas public, mais un service économique. Et que la loi de l'offre et la demande ne s'applique pas. Et donc l'État, les industriels essayent de faire une marmite. Et peu importe l'argent que l'État mettra, comme nous l'avons vu avec la Suisse,
il y aura toujours des pénuries, car au lieu d'avoir augmenté la résilience grâce à la mondialisation, on a spécialisé certaines usines dans un médicament qui doivent produire toute la Terre entière. Ah oui, et puis, abonnez-vous parce que il y a un sujet que je n'ai pas parlé. Les médicaments voyagent sur toute la Terre pour arriver chez vous. Ils ont un coût en CO2 qui est énorme. Et vous allez voir que certains patients qui ont des bonnes ordonnances, avec beaucoup de médicaments, juste avec ces médicaments-là, ils sont au-dessus des 2 tonnes de CO2 que chaque citoyen devrait atteindre. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai appris plein de choses pour moi. J'espère que je vais communiquer avec vous. Abonnez-vous.